Vous connaissez ce vieux proverbe, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Eh bien, accrochez-vous, parce que dans cette histoire, les éléphants, ce sont Washington et Ottawa, et l'herbe, ce sont des milliers d'ouvriers américains laissés sur le carreau. Bienvenue sur Amérique, la chaîne qui ne se contente pas de lire les gros titres. Nous les disséquons, nous les décortiquons, et nous vous montrons ce que personne n'ose dire à voix haute. Alors dites-moi, que feriez-vous si votre voisin venait de vous planter un couteau dans le dos, tout en vous souriant par-dessus la clôture? Restez avec nous, vous n'avez encore rien vu. Ici, sur Amérique, on vous l'assure, l'actualité américaine, vous la voyez autrement. Oubliez les discours convenus, oubliez la langue de bois. Nous allons plonger ensemble dans un épisode qui a tout d'un thriller politique. Donald Trump, président des États-Unis, voulait 20 milliards de dollars. Pas pour construire des routes, pas pour rénover des écoles, mais pour produire des sous-marins flambants neufs destinés au Canada. En clair, l'affaire du siècle. Des emplois à l'appel, des usines en ébullition, des promesses électorales transformées en réalité tangible. Mais Ottawa, dans un geste aussi spectaculaire qu'imprévisible, a dit non. Pas peut-être, pas on verra plus tard. Non, catégorique. Résultat, un choc économique, un séisme social et une onde de choc politique qui traversent déjà les couloirs du Capitole. Alors installez-vous confortablement, car ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas seulement un contrat annulé. C'est le récit d'une Amérique qui vacille, d'un président qui vacille, et d'un voisin canadien qui, pour la première fois depuis des décennies, ose claquer la porte à Washington. Préparez-vous, la plongée commence maintenant. Partie 1. Les faits bruts, ce qui s'est passé, clair, net. Vous savez, on dit que les grandes histoires commencent toujours par un petit détail qu'on croit anodin. Ici, ce détail, c'est une décision prise dans des bureaux impeccablement polis à Ottawa, mais qui résonne comme un coup de tonnerre dans les chantiers navals américains. Oui, mesdames et messieurs, le Canada a dit non. Non à Washington, non aux milliards promis, non à la machine industrielle qui carburait déjà à l'idée de souder de l'acier et de remplir des carnets de commandes. Et quel refus! On ne parle pas d'une poignée de dollars ou d'un contrat de maintenance pour des PQPS de l'armée. Non. On parle de 20 milliards de dollars. Une somme qui, aux États-Unis, se traduit en une formule simple. Des emplois, et encore des emplois. Des soudeurs à Newport News en Virginie, des ingénieurs dans le Connecticut, des sous-traitants dans le Wisconsin, des fondeurs dans l'Ohio, toute une armée de travailleurs déjà en train de se frotter les mains. Certains avaient même ressorti leurs casques et leurs gants, prêts à rallumer les machines. Et puis, soudain, patatras, le Canada a refermé le rideau. Imaginez la scène. Dans ces hangars géants qui sentent la graisse et le métal, le silence s'installe. On aurait dû entendre les étincelles jaillir, les plaques d'acier résonner comme des tambours de victoire industrielle. À la place, du vide, de l'attente et, pour beaucoup, un sentiment de trahison. Car dans le discours officiel de Donald Trump, président des États-Unis, ce contrat n'était pas une affaire secondaire. Non. Il devait être le fer de lance d'une renaissance industrielle. Le symbole que l'Amérique fabrique encore, l'Amérique vend encore, et l'Amérique gagne encore. Sauf que voilà, Ottawa n'a pas suivi le script. À la Maison-Blanche, on s'attendait à une signature quasi automatique. Après tout, depuis des décennies, la règle non écrite était claire. Les alliés achètent américains, surtout quand il s'agit d'armes, surtout quand il s'agit de sous-marins. Et pourtant, le Premier ministre canadien a eu l'audace de brandir un mot tabou dans le dictionnaire diplomatique nord-américain, souveraineté. Traduction, merci, mais nous allons garder nos emplois chez nous. Merci, nous allons développer notre propre industrie navale. Et si cela ne plaît pas à Washington, tant pis. Vous imaginez la gifle? Un partenaire historique, qui dépend depuis toujours de l'ombrelle de défense américaine, choisit soudain de couper le cordon et d'investir ailleurs. Et ne croyez pas que cette décision n'ait d'impact que dans les bureaux ministériels. Non, elle se ressent déjà sur le terrain. Dans l'Ohio, des fonderies qui avaient reçu des signaux d'activité voient leurs équipes renvoyées chez elles. Au Kansas, des ateliers spécialisés qui pensaient agrandir leur hangar se retrouvent avec des stocks invendus. Et dans le Missouri, des petites usines de pièces de précision réalisent qu'elles ne toucheront jamais les contrats espérés. Résultat, au lieu de champagne, ce sont les factures impayées qui s'accumulent. Et pendant que les ouvriers mordent leurs freins, Donald Trump, lui, se retrouve face à un paradoxe. Celui qui promettait de ramener les emplois, de rendre leur fierté aux travailleurs de l'Amérique profonde, doit désormais expliquer pourquoi ce contrat colossal vient de s'évaporer comme une bulle de savon. Bien sûr, il y a toujours la rhétorique. Accuser Ottawa d'ingratitude, parler de représailles, dénoncer un coup bas.
Mais pour les familles qui attendaient un vrai salaire, les discours ne paient pas l'hypothèque. Ce premier round, mesdames et messieurs, n'est donc pas seulement un débat budgétaire. C'est une bataille de perception. Dans l'opinion publique américaine, la nouvelle fait mal. Les syndicats parlent de promesses trahies, les ouvriers de confiance brisés, et les petites villes industrielles voient déjà ressurgir le fantôme des fermetures d'usines des années 90. Ce n'est pas juste une ligne comptable qui s'efface, c'est une fracture émotionnelle dans le contrat social entre Washington et ses travailleurs. Et n'oublions pas l'ironie, les sous-marins, symboles de puissance, de projection, de domination des océans, finissent par plonger d'abord les espoirs de ceux qui devaient les construire. Les ouvriers de Virginie le disent à demi-mot, on nous avait promis un océan de travail, mais nous sommes restés à sec. Tout est dit. Alors, qu'avons-nous vraiment sous les yeux? Une décision canadienne, oui, mais aussi un miroir tendu aux États-Unis. Derrière les grandes annonces présidentielles, derrière les chiffres mirobolants, se cache une réalité. La confiance n'est plus automatique. Les alliés osent dire non. Et quand ils le font, c'est tout un PAN de l'économie locale qui vacille. Voilà pourquoi cette affaire dépasse déjà le simple cadre d'un contrat. Elle n'est pas qu'une note de bas de page dans le grand livre des relations internationales. Non, c'est la première pièce d'un domino qui, une fois tombé, entraîne bien plus que des chantiers navals. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Canada a eu raison de jouer la carte de la souveraineté, quitte à mettre l'Amérique dans l'embarras? Ou est-ce que ce refus est une trahison pure et simple, qui mérite une riposte? Accrochez-vous, car ce que nous venons de poser n'est que le décor. La suite va montrer que ce refus n'est pas seulement économique. C'est aussi un choc géopolitique, un bras de fer qui traverse usines, alliances et stratégies militaires. Partie 2, l'impact industriel immédiat. Ateliers, dockers et promesses cassées. Passons maintenant à ce qui fait vraiment trembler les murs des ateliers, l'impact industriel immédiat. Parce que derrière chaque communiqué officiel bien poli, il y a des ouvriers en bleu de travail, des machines à l'arrêt, et des factures qui continuent d'arriver à la fin du mois. Imaginez un instant la scène dans les chantiers navals américains. À Newport News, en Virginie, les hangars sont déjà debout, les chaînes d'assemblage prêtes à tourner. Les ouvriers avaient commencé à espérer le retour de cette époque bénie où la cadence des marteaux-piqueurs et le vrombissement des grues rythmaient les journées. Certains avaient même quitté des emplois précaires, pensant retrouver la stabilité grâce à ce contrat de 20 milliards. Mais aujourd'hui, à la place de la mélodie métallique de la production, on entend surtout le silence. Et croyez-moi, dans une usine, le silence, c'est pire que le vacarme. Dans le Connecticut, cœur stratégique de l'industrie navale américaine, la nouvelle est tombée comme une douche glaciale. Les syndicats parlent carrément de trahison. Pourquoi? Parce que l'annonce de ce contrat avait déjà servi de promesse politique, un argument utilisé pour rassurer des familles, des banques, des communautés entières. On avait dit aux ouvriers, tenez bon, de l'emploi arrive, les bons jours reviennent. Résultat? Rien. Ceux qui avaient repris le chemin des lignes d'assemblage se demandent maintenant si leur badge d'accès fonctionnera encore la semaine prochaine. Et l'effet domino ne s'arrête pas aux gros chantiers. Oh non. Comme toujours, ce sont les petites mains, les petites usines, les sous-traitants qui encaissent le premier choc. Prenons la vallée du Mahoning, dans l'Ohio. Les fonderies locales avaient déjà réorganisé leurs équipes de nuit, prêtes à répondre à une avalanche de commandes. Elles avaient recruté, formé, acheté des matières premières. Mais avec la décision canadienne, tout s'effondre. Les fours sont rallumés pour rien, les stocks de métal s'empilent, et les ouvriers regardent l'horloge tourner en se demandant à quoi bon. Au Wisconsin, les entreprises d'électronique spécialisées dans les systèmes de contrôle et de navigation avaient signé des préaccords pour fournir des modules ultra précis. Aujourd'hui, elles reçoivent des appels qui annulent, repoussent, suspendent. Et que fait-on d'un atelier rempli de composants coûteux, quand personne n'en veut plus? On serre les dents, on coupe dans les équipes, et on prie pour survivre. Même le Kansas et le Missouri, loin des côtes, se retrouvent aspirés dans cette tempête. Là-bas, de petites usines de pompes hydrauliques et de pièces de précision avaient investi pour agrandir leur hangar. Elles avaient cru aux promesses fédérales, cru aux grands discours qui vantaient la renaissance industrielle américaine. Aujourd'hui, elles regardent des hangars vides, des machines flambant neuves, et aucun client pour les faire tourner. Et voilà le cœur du problème. Donald Trump avait promis l'inverse. Dans ses grands meetings, il avait brandi ce contrat comme une preuve que l'Amérique reprenait la main. Que les ouvriers des villes industrielles allaient retrouver leur dignité. Que la rouille qui rongeait l'Amérique profonde serait remplacée par l'acier neuf d'une industrie triomphante. On parlait de renaissance, de reconquête, de retour en force. Mais à l'heure qu'il est,
Les promesses brillent plus que les soudures qu'on n'a jamais commanditées. Résultat, la colère monte. Les syndicats dénoncent une mascarade, les travailleurs parlent d'abandon. On entend des phrases comme « On nous a promis un océan de travail, mais on se retrouve à sec ». Une formule amère qui résume la frustration. Et au milieu de cette tempête sociale, des familles entières se demandent comment elles vont payer le prochain loyer, le crédit de la voiture ou les frais de scolarité. Mais attention, ce n'est pas seulement une tragédie individuelle. C'est un signal économique. Chaque usine qui ferme plus tôt, chaque contrat annulé, c'est une baisse de consommation dans les commerces locaux. Les petits restaurants qui espéraient accueillir des soudeurs affamés ferment plus tôt. Les magasins d'outillage voient leurs ventes plonger. Les prêts bancaires, contractés dans l'euphorie d'un futur prometteur, se transforment en boulets financiers. Autrement dit, le contrat perdu ne frappe pas seulement les chantiers navals, il frappe toute une économie locale, et par ricochet, il frappe la confiance des Américains dans leur avenir industriel. Ce qui devait être une histoire de résurrection industrielle ressemble maintenant à un mauvais remake des années 90, quand des usines fermaient du jour au lendemain et que des villes entières sombraient dans la désolation. Et ça, pour Donald Trump, c'est une image politique catastrophique. Car il n'est pas seulement le président qui devait protéger les travailleurs, il risque de devenir celui qui les a vus replonger dans l'incertitude. Alors, au-delà des chiffres, au-delà des communiqués, la question reste simple. Comment convaincre l'Amérique profonde que la promesse de prospérité tient encore debout, quand les contrats partent ailleurs et que les ateliers s'éteignent? C'est ici que l'histoire prend une autre dimension. Parce qu'après avoir vu l'impact industriel immédiat, on va découvrir que ce dossier des sous-marins n'est pas qu'une histoire d'usine et de boulot. C'est aussi une affaire de stratégie militaire, de souveraineté, et de rapport de force géopolitique. Et ça, croyez-moi, c'est le genre de terrain où chaque décision résonne bien au-delà des murs d'un chantier naval. Partie 3, la géopolitique en coulisses. Pourquoi un sous-marin, c'est plus qu'un panier de marché. Et maintenant, parlons de ce qui donne réellement des migraines à la Maison-Blanche, les conséquences militaires et stratégiques. Parce que perdre un contrat industriel, ça fait mal au portefeuille, certes. Mais perdre la face sur le terrain de la défense, là, c'est carrément une gifle diplomatique. Ce contrat de sous-marin, ce n'était pas qu'une histoire de chantier naval et de boulot bien payé. C'était une pièce maîtresse de la stratégie américaine pour renforcer sa présence maritime et rappeler au monde que Washington reste le shérif des océans. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, au lieu de l'image d'une superpuissance incontournable, on voit les États-Unis recalés à la porte, pendant que le Canada s'offre le luxe de dire « Non merci, on ira voir ailleurs ». Imaginez la scène. Les amiraux américains, ces hommes habitués à donner des ordres, se retrouvent à regarder une carte du monde avec un trou béant là où devait s'inscrire une victoire symbolique. Parce que, soyons clairs, ces sous-marins n'étaient pas destinés uniquement à flotter paisiblement dans l'Atlantique. Ils faisaient partie d'un tout, un puzzle où chaque pièce renforce l'influence américaine et sécurise ses alliés. Et quand une pièce manque, c'est toute la stratégie qui commence à vaciller. À l'intérieur du Pentagone, la frustration est palpable. Ces hommes en uniforme avaient déjà intégré ce contrat dans leur plan, déjà imaginé les exercices conjoints, déjà prévu des coopérations transfrontalières. Certains documents de travail circulaient avec des calendriers précis, livraison des premiers appareils, formation des équipages, mise en place de bases techniques communes. Tout ça, jeté à la poubelle. Et pourquoi? Parce qu'Ottawa a décidé que Washington n'était plus le partenaire de confiance qu'il prétend être. Et c'est là que l'affaire devient plus qu'un simple revers, elle devient une humiliation. Car dans le langage militaire, perdre un contrat de cette ampleur, c'est envoyer un message clair. Cela dit au monde entier, même vos voisins immédiats ne vous font plus entièrement confiance. Et ça, croyez-moi, c'est le genre de phrase que Moscou ou Pékin savourent comme un dessert de luxe. Mais restons centrés. Le problème, ce n'est pas seulement l'orgueil américain. C'est aussi la réalité pratique. Les États-Unis comptaient sur ces sous-marins pour maintenir un certain équilibre naval. Parce que l'océan, ce n'est pas qu'une grande piscine bleue. C'est le terrain de jeu où se décident les routes commerciales, les zones d'influence et, disons-le franchement, la crédibilité d'une superpuissance. Sans ces contrats, l'Amérique se retrouve avec un trou dans son agenda militaire et une tache dans son image de fiabilité. Et attention, ce n'est pas une simple histoire de prestige. Les sous-marins, c'est l'arme invisible par excellence. Quand vous contrôlez les fonds marins, vous contrôlez la peur de vos adversaires. Vous imposez le doute, l'incertitude. Vous rendez chaque navire ennemi vulnérable à un coup qu'il ne verra jamais venir. Perdre un contrat de ce type, c'est donc perdre une partie de cette aura. C'est accepter que, pour une fois, la puissance américaine soit vue comme un bluff. Les stratèges du département de la Défense savent ce que cela signifie.
moins de coordination avec un allié majeur, moins de projection de puissance, et surtout, un précédent dangereux. Parce que si le Canada peut tourner le dos, qui sera le prochain? C'est ça, le spectre qui hante aujourd'hui les couloirs de Washington. L'effet boule de neige. On commence par perdre un contrat naval, puis d'autres pays se disent « pourquoi pas nous ?» Et peu à peu, l'image de fournisseur fiable d'armes et de technologies de défense s'érode. Or, sans cette image, la domination militaire américaine commence à ressembler à une vitrine poussiéreuse. Et devinez quoi? Cette défaite tombe pile au moment où Donald Trump voulait montrer ses muscles, exhiber son leadership sur la scène internationale. Au lieu de ça, il doit maintenant expliquer pourquoi les alliés les plus proches, ceux qu'il appelait « frères d'armes », se méfient de sa stratégie et préfèrent claquer la porte. C'est une contradiction qui fait mal. Le président qui promettait de restaurer la puissance américaine est en train de présider à une série de reculs stratégiques. Et dans le langage militaire, les reculs, ça ne s'explique pas avec de beaux discours. Ça s'explique avec des faits, des chiffres, des alliances solides. Or aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un vide que même la plus belle rhétorique ne peut combler. Alors oui, certains vont tenter de minimiser. Ils diront, ce n'est qu'un contrat, ce n'est qu'un voisin, l'Amérique reste forte. Mais en réalité, la symbolique est lourde. Parce que si l'Amérique n'arrive pas à convaincre son partenaire frontalier le plus proche de lui faire confiance, alors comment convaincre le reste du monde? Et c'est exactement là que cette affaire de sous-marins prend une dimension explosive. Ce n'est plus seulement une question d'industrie, ce n'est plus seulement une question militaire, c'est une question de crédibilité. Et la crédibilité, mesdames et messieurs, c'est le carburant de toute superpuissance. Sans elle, les plus gros navires ressemblent à des coquilles de noix à la dérive. Voilà pourquoi ce revers canadien fait trembler bien au-delà des ateliers et des arsenaux. Parce qu'il met en lumière la faille la plus redoutée à Washington, l'idée que le monde commence à douter. Et quand le doute s'installe, l'histoire nous a montré qu'il n'épargne jamais longtemps les grandes puissances. Partie 4 politique intérieure US, rhétorique et conséquences stratégiques, l'étincelle et la flambée. Et voici la partie la plus explosive, les répercussions politiques pour Donald Trump lui-même. Parce qu'au fond, derrière chaque contrat perdu, derrière chaque usine silencieuse et chaque amiral frustré, il y a une réalité que le président redoute plus que tout, la sanction politique. Donald Trump avait bâti une partie de son récit sur une promesse simple et directe. Ramener les jobs, ramener la fierté, ramener la puissance américaine. 3 piliers répétés en boucle devant des foules enthousiastes qui voulaient croire que l'Amérique pouvait renaître comme au bon vieux temps. Et le contrat des sous-marins, c'était censé être l'exemple parfait. La preuve concrète qu'après les slogans, il y avait du solide. 20 milliards de dollars, des milliers d'emplois, une renaissance industrielle. Voilà le genre de victoire qu'on encadre et qu'on brandit dans un meeting. Mais au lieu de ça, c'est une défaite cuisante. Et le problème avec les défaites, c'est qu'elles ne s'effacent pas avec des tweets ou des discours improvisés. Elles collent. Elles s'incrustent dans l'opinion publique. Elles deviennent des symboles. Et ce symbole-là, c'est celui d'un président qui promet la lune mais qui voit même ses voisins lui tourner le dos. Dans les bastions industriels qui avaient voté pour lui, la colère gronde. On l'entend déjà dans les dîners de Pennsylvanie, dans les ateliers de l'Ohio, dans les chantiers de Virginie. Les ouvriers se disent « on nous avait garanti une renaissance, et voilà qu'on retourne à la case départ ». Certains parlent de tromperie, d'autres de trahison. Et ce sont ces mots-là qui risquent de hanter la campagne de Donald Trump. Car n'oublions pas, chaque élection américaine se joue sur quelques États clés. Des États où les emplois industriels et la perception de prospérité comptent plus que tout. Le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Tous ces territoires qui avaient basculé en faveur de Trump grâce à ses promesses de redonner du travail. Si ces promesses apparaissent aujourd'hui comme de simples illusions, alors le président se retrouve avec un problème électoral de taille. Et bien sûr, ses adversaires politiques ne vont pas manquer de se jeter sur l'occasion. Imaginez déjà les slogans des campagnes opposées, promesses non tenues, Trump a vendu du rêve, le Canada a vendu du concret. Les spots télévisés sont déjà écrits, images d'usines vides, témoignages d'ouvriers déçus, et en arrière-plan, les déclarations triomphantes du président, suivies du contraste brutal de la réalité. Mais la politique américaine, ce n'est pas seulement une affaire d'opinion publique. C'est aussi une guerre interne, une lutte d'influence à Washington. Et là aussi, Trump est en mauvaise posture. Car certains faucons républicains, ceux qui le soutenaient pour sa ligne dure en matière de défense et de puissance nationale, commencent à douter. Ils murmurent dans les couloirs du Capitole que cette affaire ternit l'image de l'Amérique. Que ce président, censé rétablir la grandeur militaire, est en train de la fragiliser. Ces murmures, à Washington,
finissent toujours par devenir des tempêtes. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la perception internationale. Parce que Donald Trump ne s'adresse pas seulement à ses électeurs, il s'adresse aussi au monde. Et le monde, aujourd'hui, voit un président qui promettait d'être imprenable sur le plan économique et militaire, mais qui perd une bataille stratégique avec son voisin direct. Une humiliation politique qui donne des armes à ses critiques à l'étranger, et plus grave encore, qui nourrit le doute parmi ses propres alliés. Alors comment Trump réagit-il à cette situation? Fidèle à lui-même, en attaquant, en dénonçant, en criant au complot. Il parle de trahison canadienne, de manipulation, de partenaires ingrats. Mais soyons honnêtes, cette rhétorique peut galvaniser ses partisans les plus fidèles, mais elle ne convainc pas ceux qui attendent des résultats concrets. Parce que les résultats, eux, se mesurent en emplois créés, en usines ouvertes, en contrats signés. Et là-dessus, le tableau est désastreux. C'est donc un moment charnière pour Trump. Soit il parvient à retourner la situation avec un nouveau coup d'éclat, soit cette affaire devient l'une des failles les plus graves de son mandat. Une faille qui pourrait bien peser lourd lors de la prochaine campagne électorale. Et attention, ce n'est pas seulement un revers médiatique. C'est une faille existentielle dans le récit même qu'il raconte depuis des années. Le récit du sauveur industriel, du bâtisseur d'emplois, du président qui redonne aux ouvriers leur dignité. Si ce récit s'écroule, alors tout son édifice politique risque de s'effondrer avec lui. En clair, le contrat perdu avec le Canada n'est pas seulement une page noire dans les livres de comptes. C'est peut-être la fissure qui annonce l'effondrement d'un mythe. Et pour Donald Trump, perdre un mythe, c'est parfois plus dangereux que perdre une élection. Voilà pourquoi cette affaire de sous-marin restera dans les mémoires. Parce qu'elle ne raconte pas seulement l'histoire d'un contrat annulé. Elle raconte l'histoire d'une promesse brisée, d'une crédibilité écornée et d'un président qui, pour la première fois, paraît vulnérable là où il prétendait être intouchable. Et croyez-moi, dans le monde impitoyable de la politique américaine, montrer une faille, c'est ouvrir la porte à une meute entière de prédateurs prêts à vous déchirer. Alors, que retenir de cette affaire des sous-marins? Qu'il ne s'agit pas seulement de tôle et de torpilles, mais d'une rupture profonde entre deux alliés. D'un test grandeur nature pour Donald Trump. Et surtout d'un rappel brutal que la puissance américaine n'est plus ce réflexe automatique, ce choix évident, cette évidence incontournable. Ce qui se joue là, ce n'est pas un simple marché de 20 milliards. C'est la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec un tweet incendiaire ou une poignée de main forcée. Elle laisse des cicatrices. Et pendant que les ouvriers américains se demandent comment payer leurs factures, pendant que les diplomates européens sourient en coin et que Pékin savoure le spectacle, une vérité se dessine. L'Amérique doit se battre non seulement contre ses rivaux, mais désormais aussi contre ses propres fissures internes. La vraie question, chers spectateurs, est simple. Donald Trump peut-il transformer cette humiliation en victoire, ou bien restera-t-elle comme le clou rouillé planté dans la planche de son mandat? À vous de juger. Et maintenant, je veux entendre votre avis. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que le Canada a eu raison de dire non, ou que ce geste est une trahison envers son plus proche allié? Vos réponses, vos débats, vos analyses, c'est ce qui fait la force de cette communauté. Si vous avez apprécié ce reportage, appuyez sur j'aime, partagez-le autour de vous, et surtout, abonnez-vous à Zoom Amérique. Ici, nous ne faisons pas dans la complaisance, nous faisons dans la vérité brute, avec le regard satirique qui révèle ce que d'autres veulent cacher. Parce qu'au fond, comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, c'est déjà anticiper le monde de demain. Restez connectés, parce que ce n'est que le début.